Non, mais enfin, je sais pas, je donne un exemple parce qu'en fait, je pense que je vais me baser sur un exemple. Ouais. On va dire que j'étais au collège en ZEP, moi. Je prends un exemple personnel, c'est parce qu'en fait, c'est du vécu, en fait, c'est pour ça que c'est important que j'ai envie d'aller au fond des choses. J'ai été insulté de sale français pendant quasiment tout mon collège. Et je me suis toujours demandé pourquoi on m'insultait de sale français, parce que je comprenais pas, j'étais jeune, donc je comprenais pas pourquoi on m'insultait de sale français, et pourquoi on me stigmatisait comme ça, en fait, alors que moi, je n'avais rien contre les gens qui m'insultaient, en fait. Vous, individuellement, vous n'avez rien contre eux, mais ils sont discriminés en tant que groupe par le groupe dominant dont vous faites partie. C'est-à-dire que tous les... Non, ça signifie que quand on parle de discrimination raciale, il faut qu'on comprenne ce que ça signifie. Si des gens sont discriminés, c'est au bénéfice de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui profite des discriminations. Sinon, il n'y a pas de discrimination. Alors, je vous pose la question, qui profite des discriminations raciales? Au logement, au travail? Qui profite? Non, enfin, je l'ai compris tout ça, parce que j'ai posé ma première question, comme ça, en fait, parce que j'ai compris que c'était à cause de ça. Voilà. Mais alors, vous appelez ça comment, en fait, le fait d'être appelé sale français? Je suis de la haine. C'est de la haine, ça peut être de la xénophobie, c'est de la haine, c'est de la rancœur, c'est de l'amertume, c'est tout ça. Parce qu'ils ont intégré le traitement différencié entre les dits blancs, entre guillemets, et eux, qui sont d'origine arabe ou africaine, c'est ça. Mais eux-mêmes, ceux qui vous traitent de sales français, sont eux-mêmes français. Oui, mais je sais, mais c'est pour ça que je Mais si vous traitez de sales français, c'est parce qu'ils semblerait qu'ils ne sont pas considérés comme étant eux-mêmes français. Donc voilà, donc ça m'a un peu dessus quand même. Donc en fait, entre la haine et le racisme, c'est juste une question de statut. C'est une question de statut, de pouvoir. Mais les formes sont les mêmes Non, justement, les formes... Si, on peut dire les formes, les mots sont les mêmes. Les mots sont les sale mêmes. Sale blanc, sale noir, ça semble être la même chose. Mais celui qui dit sale blanc n'a pas le pouvoir de celui qui dit sale nègre, sale noir. Donc en gros, il n'est pas raciste. Ah non, il dit sale blanc, il n'est pas raciste. Alors. Ah non, il n'est pas raciste. Il a la haine. Il a la haine, il a de l'amertume, mais il n'est pas raciste, puisque c'est une question de racisme. C'est un pouvoir. C'est du racisme, parce qu'il se trouve que quand un blanc dit ça, il a aussi il est adossé au système de l'État, des institutions, des flics, etc. C'est ça. Et que par ailleurs, il profite de ce statut tous les jours grâce à la discrimination raciale. Je suis Frédéric Bourgat de France Inter, France Info, mais avez-vous songé un seul instant ce que les gens ont pu entendre très souvent, nous, journalistes, nous employons des mots, et vous, auditeurs, vous entendez autre chose. Est-ce que vous n'avez pas craint une maladresse de langage? Non. Je ne peux pas craindre une maladresse de langage dans la mesure où je n'ai qu'une seule intention, c'est de critiquer la souche. Si vous voulez, vous n'étiez pas là tout à l'heure, mon avocat Henri Braun disait, si dans autrichien vous entendez chien, c'est votre problème, c'est pas le mien. Oui, là c'est pareil. Si moi je dis sous-chien et que je suis très claire dans mon propos et que je l'écris en un seul mot et que dans tous nos discours, depuis que les indigènes existent, on a bien élaboré des catégories politiques que sont les indigènes comme catégorie racisée, discriminée, et la catégorie de blanc comme catégorie politique qui bénéficie des privilèges de race, et bien quand nos discours... Il n'y a pas de race. Race sociale, monsieur. Il n'y a pas de race. Sociale. Il n'y a pas de race. Sinon, vous en faites un génotype, si c'est la souche. Alors, il y aurait, vous vous rendez compte, c'est vrai que ça, on peut être heurté à l'oreille. Dans la Constitution, on dit bien que chacun doit être égal, sans distinction c'est pour ça qu'il n'y a que des Français. Non, mais sans distinction de nationalité, d'ethnie, de religion ou de race. Bien sûr. Donc la Constitution emploie le mot race. Oui. Donc vous pensez qu'il faudrait enlever ce mot race alors? Bien sûr, c'est une évidence. D'accord, mais on l'enlèvera, je vais vous dire un truc très simple, on l'enlèvera le jour où il n'y aura plus de racisme. Là, on l'enlèvera. Quand Jean-Louis Borloo dit sous-chien, tout le monde a très bien compris. Je veux dire, mais la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi, lorsque un blanc ou une blanche dit sous-chien, tout le monde comprend, mais dès que c'est une arabe, là, tout de suite, là, je ne sais pas dans l'historicité qui a dit quoi avant qui. Borloo l'a dit avant moi et personne n'a entendu sous-chien en deux mots. Donc c'est pour ça que je vous pose. Donc c'est pour ça que je vous parle. Pardon, non, mais, on peut naturaliser, vous savez. Voilà. Non, mais Borloo, le cas de Borloo est très intéressant parce que précisément, lorsque lui le dit, personne n'entend en deux mots et ça passe très bien. Donc c'est pour ça que je vous parlais de la responsabilité de celui qui écoute. Bon. Moi je vous dis ce qui était mon intention. Si des gens entendent sous-chien avec un tiret, c'est la responsabilité de ceux qui entendent. Mais je vais vous raconter une histoire qui va, tout à l'heure, pendant l'audience, il y a un linguiste qui va venir s'exprimer sur le mot de souche et qui m'a raconté cette histoire qui est très très intéressante et ce qui se passe à la télé dans une émission de Bernard Pivot
où comment ça s'appelle ? Marguerite Yourcenar est invitée parce qu'elle vient d'être élue à l'Académie française. D'être élue, à l'Académie française. Élue, on dit. On dit. Élue à l'Académie française, c'était il y a 20 ans, 30 ans, je ne sais pas. Elle est invitée à l'émission et tout le monde sait que, par ailleurs, que Marguerite Yourcenar est homosexuelle. Elle est invitée et donc Pivot lui dit voilà, vous êtes la première femme où ça ? Élue à l'Académie française. Oui, elle fait de gros efforts d'intégration. Hein. Il faut la saluer. On répète tous les soirs, mais bon, ça sera au point. C'est un événement. Est-ce que vous êtes heureuse, etc. C'est une émission où il y a un public. Et donc, elle dit oui, mais c'est dommage qu'il n'y ait pas assez de femmes. Et là, ricanement dans la salle. Et les gens ricanent. Qu'est-ce que ça signifie? C'est-à-dire que les gens, sachant qu'elle est homosexuelle, ils entendent il n'y a pas assez de femmes à draguer. Il n'y a que des hommes. Donc pour moi, je suis seule, je suis la seule femme, je suis homosexuelle, etc. C'est pas un Alors présupposé ? c'est un présupposé. Mais attendez, justement, parce que elle, c'était pas son propos. Elle avait un propos politique comme le mien. C'est-à-dire qu'elle arrive, elle dit, il n'y a pas assez de femmes au niveau de la parité, au niveau de l'égalité de genre. Il n'y a que des hommes et c'est pas normal. Donc elle a eu un propos politique contre les discriminations envers les femmes. Mais les gens entendent qu'elle souffre du fait, elle regrette le fait qu'il n'y ait pas assez de femmes à draguer. Donc là, si vous voulez... Qui connaît l'histoire sexuelle de Marguerite? Mais elle était connue, je suis en train de vous le dire, elle était connue. Non mais vous la connaissez pas. Mais non mais vous la connaissez pas. Mais peu importe, à l'époque, tout le monde la connaissait, elle était connue comme le loup blanc pour étant homosexuelle et les gens ont rigolé. Le fait que les gens rigolent, c'est qu'il y a eu ce malentendu. Donc en fait, ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est les prédispositions morales que nous avons tous. Que les sociétés ont. Et là, en l'occurrence, la société étant homophobe, elle rigole. Bien sûr. Parce que la société homophobe, alors, elle n'a pas du tout parlé d'homosexualité. Donc là, c'est pareil. Comme je suis une indigène et que mon propos ne peut être qu'un propos de haine, on entend sous-chien avec un tiret. Alors que ce n'était pas mon propos. Moi, j'avais un propos politique et on entend autre chose. Donc, si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est de s'interroger, non pas sur moi, mais sur la société et sur ce qu'il y a dans sa tête. Donc là, on est dans un cas dans deux cas de figure très intéressants du point de vue de système d'oppression, celui contre les homosexuels et celui contre les populations issues de l'immigration ou contre les femmes, etc. etc. Qu'est-ce qui structure le mental des gens? Oui, bien sûr. Ah ben voilà. Le mental de tout le monde est structuré par plein de choses et les présupposés, les a priori sont égaux de tous côtés, voilà. Puisque tout le monde a des a priori sur tout le monde. Ça c'est vrai, tout le monde a Voilà. des a priori sur tout le pour monde, ça mais tout que le monde n'a nous pas pouvons le même pouvoir. Non, mais c'est pour ça que nous pouvons nous aborder humainement, d'un point de vue d'égalité, parce qu'effectivement, la rencontre permet de faire s'échapper les présupposés. Mais bien sûr. Moi je dirais pas la rencontre, je dirais la lutte politique. Enfin, Oui, mais ça permet qu'elle soit j'attends pas grand chose conflictuelle. des rencontres. Qu'elle soit conflictuelle ou amicale, elle est la rencontre. C'est ça qui est intéressant, effectivement. Mais, là, vous dites c'est pas du racisme parce qu'ils n'ont pas le pouvoir. Mais l'extrême droite n'a aucun pouvoir. Si. Comment ça? Marine Le Pen fait 20%, ils ont 2 députés à l'Assemblée. Ils influencent énormément le débat public, primo, et secondo, ils ne sont que la pointe avancée du racisme. Ça ne veut pas dire que le reste de la société ne l'est pas, ça ne veut pas dire que les autres partis ne le sont pas. Ils sont la pointe avancée. Mais tout le reste agit dans le sens d'une racialisation de la société. Donc eux, ils disent plus fort ce qui est institué de manière générale en France. Lorsque Le Pen dit préférence nationale, moi ça me fait rire. Bon, en réalité, il veut dire préférence raciale. Et ça, il le dit depuis 30 ans. Mais quand on a cette définition du racisme comme fait structurel, ben, on sait très bien que la préférence nationale, c'est une réalité de tous les jours. On n'a pas besoin de Le Pen pour qu'il y ait la préférence raciale. Et donne-le là, Le Pen. C'est tout. On n'a pas besoin de Le Pen. La préférence nationale, la préférence raciale, c'est une réalité. Le Pen la présente comme un projet du Front National. Mais c'est une réalité de tous les jours. On n'a pas besoin de lui. Donc il n'a pas le pouvoir. Bah si, il a le pouvoir. Pourquoi il n'a pas le pouvoir? Il y a déjà la préférence nationale. Enfin, à l'époque, on parlait de préférence nationale parce qu'on n'était pas encore français, les premières générations, mais maintenant que nous sommes français, on ne peut plus parler de préférence nationale. Effectivement, il s'agit dans les faits d'une préférence raciale, même si monsieur dit que la race n'existe pas, parce qu'effectivement, la race biologique n'existe pas, la race sociale, comme fait de société,
comme fait structurant, il existe parfaitement bien et parfaitement opérationnel. Sur le pouvoir du Front National, moi je vais juste faire 2 citations de Laurent Geoffrin, une version tout à fait intéressante, et dans 2 éditos de Nouvel Obs. Le premier où il dit, c'est récent, des éditos qui ont quelques mois, le premier il dit « Le lien entre immigration et insécurité que seuls les plus angéliques pourront nier ». Et ça, le fait de mettre systématiquement en avant un lien entre immigration et insécurité, c'est le leitmotiv du Front National depuis 30 ans. Donc le Front National a réussi à infecter jusqu'au Nouvel Observateur. Deuxième exemple, il parle des Roms, alors, trop de langue, il parle des Roms, bon, et il dit, les Roms, qu'il ne faut pas confondre avec les gens de Nouvelle qui, eux, vivent légalement. Donc ça veut dire que pour M. Geoffrin, les Roms vivent illégalement. Voilà, le pouvoir du Front National, il est là. Dans le fait que la gauche bien pensante... Ah ben oui, mais c'est important le pouvoir d'influence. Non mais le fait que la gauche bien pensante reprenne les mots même du Front National, eh ben moi j'appelle ça un pouvoir. Que Copé le reprenne aujourd'hui de la manière la plus décomplexée, c'est aussi un pouvoir. Que ce soit le Front National qui applique les idées du Front National ou pas, ce sont leurs idées qui sont au pouvoir. Et avec cette bataille autour du mot souche, est-ce qu'il n'y a pas un risque d'essentialiser la provenance, alors que ce qui importe, c'est ce que nous allons être ensemble? C'est pas de savoir si je suis souchien arménien ou si je suis souchien espagnol ou maghrébin, c'est de savoir ce que nous allons faire ensemble. Donc, utiliser le terme de souchien et continuer à le mettre en avant, c'est essentialiser la souche. Vous êtes en train de dire que si j'avais pas dit souchien, non, je pose une question. La notion de français de souche n'existerait plus. Non, mais je me pose la question. Mais oui, parce que français, c'est une nationalité. Souchien, que ça va. Si vous voulez, je n'ai pas de pouvoir performatif. Il faudrait lui dire dans quel projet. Moi, j'ai pas le pouvoir d'inventer la race. Mais justement, par rapport au terme souchien, en sachant que tout le monde est un peu susceptible, je prends tout le monde, enfin je fais exprès de rester très vague. Tout le monde est un peu susceptible par rapport à ces questions, un peu de racisme, etc. Est-ce que d'utiliser le terme sous-chien, c'est pas de la provocation? Parce que forcément qu'il y avait un sous-entendu sous-chien, c'est sûr que vous le saviez. Je vais vous dire, est-ce que c'est pas de la provocation d'utiliser le mot sous-chien? Si je l'utilise pas, on l'utilise pas, on continue à faire comme si de rien n'était. Et on continue à faire comme fait le MRAP ou comme fait la LDH, on lutte contre le racisme. Qu'est-ce que ça signifie? Vous êtes en train de me dire que moi, indigène de la République, je dois continuer à être provoqué. Par contre, que l'ensemble de la société me provoque à longueur d'année, qu'on me renvoie au fait que je suis une bougnoule, une boucaque, une islamiste, une intégriste, etc., qu'il y ait des offensives médiatico-politiques, que les mecs des quartiers soient toujours contrôlés par les flics, qu'il y ait des tabassages dans les commissariats de police en fonction des origines, eh bien nous on est provoqués tout le temps. Nous, donc en fait, vous êtes en train de me dire de surtout pas parler de ça pour ne pas provoquer la majorité, et nous, en fait, continuer à être provoqués à longueur de temps. Mais la forme, elle est gentillette, la forme. J'ai pas pris un kalachnikov. J'ai dit sous-chien pour me moquer d'un mot. Je veux dire, si ce niveau de provocation est insupportable. Qu'est-ce qu'on va... Mais comment on va mener des luttes? Ça poursuit le cycle, c'est juste ça. Non, ça ne poursuit pas. Ça poursuit non. C'est tout nu. Est-ce qu'on pose?